Bonsoir à tous, vous êtes sur la télévision nationale. Nos titres, recueillement au cimetière du Boulbinet, Français et Guinéens commémorent l'armistice, la fin de la Grande Guerre en 1918, c'était lundi 11 novembre à Conakry. Le ministre français des Affaires étrangères rend hommage aux tirailleurs africains. Validation du rapport d'évaluation de l'impact des formations en faveur des autorités territoriales, une initiative du ministère de l'administration du territoire avec l'appui de l'Union européenne. Et puis en image, Soul Banks, lauréat du prix Découverte RFI 2016, il est de retour à Conakry et l'artiste présente son trophée à ses compatriotes. Marie-Angélique nous en dira plus en fin de journal. Bonsoir, ravi de vous retrouver sur la télévision nationale. Ce qui concentre l'actualité ce soir, le ministre français des Affaires étrangères est à Conakry. Jean-Marc Ayrault apporte l'appui de la France aux efforts de notre pays. Sorti en juin de l'épidémie d'Ebola, 15 millions d'euros sont accordés à la Guinée par la France en appui budgétaire. Le point avec Ibrahima Keita. Sur le thème pour une justice indépendante, impartiale et intègre, que l'audience solennelle de la rentrée judiciaire 2016 s'est tenue dans la salle d'audience de la Cour suprême. Ils étaient là, membres de la Cour suprême et autres membres de la famille judiciaire, à partager cet autre moment fort dans la perspective de l'atteinte des objectifs de la réforme de la justice en Guinée. Une réforme entamée en mars 2011 et mise en chantier en 2014. Malgré le chemin parcouru en si peu de temps, des lacunes persiste encore. Parler aujourd'hui d'un sujet comme l'indépendance de la justice en République de Guinée constitue un ouf de soulagement chez nous les magistrats et autres acteurs de la justice. Il y a 10 années en arrière, vous le savez d'ailleurs plus que moi, ce sujet était une question taboue. Dans un débat public comme c'est le cas ici présent, il n'est de doute pour personne que la justice dans son ensemble constitue un domaine extrêmement sensible et se trouve malheureusement au cœur de tous les débats et dans tous les milieux, chacun déplorant son indépendance, son impartialité, son inefficacité et surtout la corruption qui la mine. Ainsi, cette rentrée judiciaire a permis une fois encore de poser la problématique de la justice guinéenne sous les 3 dimensions, l'indépendance, l'impartialité et l'intégrité de la justice, d'où cet engagement. À vous tous ici présents, je veux donner l'assurance que le parquet œuvrera pour que notre justice prospère, se qualifie et s'enrichisse constamment de nos expériences communes et parfois diverses. Ce faisant, et avec l'appui ferme des autorités exécutives du corps législatif, nous serions à même de relever les défis actuels et répondre ainsi aux attentes légitimes des professionnels du droit, des justiciables et des citoyens. Premier du genre dans l'histoire de la Guinée indépendante, la rentrée des cours et tribunaux est un moment solennel devant permettre aux acteurs de l'appareil judiciaire de se remettre en question pour une justice au service des justiciables. Dans cette optique, le président de la République, professeur Alpha Condé, n'est pas passé par 4 chemins. Je suis très heureux de présider cette cérémonie de rentrée des cours et tribunaux, dont on me dit qu'elle est véritablement la première de l'histoire de notre pays. Mon bonheur est d'autant plus grand que vous avez choisi en toute indépendance comme thème de l'entrée un sujet qui me tient à cœur depuis de longues années déjà. L'indépendance, l'impartialité et l'intégrité des magistrats. Ce thème est évocateur de beaucoup de vertus chez vous, les magistrats, mais laisse un pan entier à la charge de l'État. C'est-à-dire concrètement la cessation de l'immixtion de l'État dans le fonctionnement de l'exécutif dans le fonctionnement du judiciaire et une allocation budgétaire conséquente. Mes efforts sur ces différents volets sont bien visibles. Depuis la tenue des États généraux de la justice du 28 au 31 mars 2011, nous poursuivons du mieux que nous pouvons notre voie vers la constitution de l'État de droit et la démocratie, dans un contexte particulièrement difficile, en raison des querelles partisanes exacerbées du tissu économique délabré et du fléau qui a été la maladie épidémique à virus Ebola. La même année, à la même période, s'est tenu le séminaire national de la réforme du secteur de sécurité. Aujourd'hui, l'armée n'encombre plus les rues de nos quartiers. Elle prise résolument à ces réformes, participe à la vie économique et même à la vie sociale, à la satisfaction de tous les citoyens. Il reste à la justice de prouver qu'elle a fait peau neuve, de convaincre qu'elle est désormais une justice au service du développement et non de l'enrichissement personnel.
Certes, des réformes majeures ont été posées et pour lesquelles je félicite le ministre de la Justice et le président de la Cour suprême. C'est le cas de la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature, aux attributions et à la composition élargie, de la mise en place de la Commission nationale Ouada, la nouvelle loi d'organisation judiciaire, le code pénal, le code de procédure pénale, etc. Et pourtant, j'attends encore davantage la justice, car elle demeure le fondement de l'état de droit. Étant constamment à l'écoute de nos populations, je dois dire que les frustrations et les lacunes sont encore importantes et il faut y faire face d'urgence. Il faut qu'on se dise la vérité. Pour le moment, la justice n'est pas bien vue par les populations. Il faut voir la réalité concrète. Est-ce que la justice est indépendante? Tous les jours, nous avons des problèmes. Lorsque les magistrats, on a créé la Cour, le Conseil supérieur de la magistrature, les juges sont sanctionnés et le ministre ne veut pas qu'on publie. Mais les juges sont comme les autres. Comment voulez-vous que les populations aient confiance à la justice lorsqu'ils ne savent pas que les juges peuvent être sanctionnés? On dit non, si on publie, ça va tirer les magistrats. Mais c'est le magistrats qui se retirent sur eux-mêmes. Nous avons des cas concrets. Donc, est-ce que la justice aujourd'hui, l'indépendance, c'est bien à l'égard de l'exécutif, mais l'indépendance à l'égard de l'argent. C'est ça, l'indépendance aussi, c'est à l'égard de l'argent aussi. Et c'est le cas. Donc, je pense qu'au lieu de faire une dissertation, il valait mieux se penser sur quelle est la situation de l'indépendance de la justice en Guinée. Ce n'est pas la peine de remonter à la période de la Révolution, etc. Il faut voir concrètement où nous en sommes aujourd'hui. C'est ça qui intéresse les citoyens. Ce n'est pas ce qui s'est passé il y a 30 ans. Votre responsabilité est bien évidemment la plus grande, car c'est vous qui dites le droit. C'est vous qui tranchez les conflits. Vous savez que vous devez exercer votre fils dans le respect de votre serment, sans considération de fortune, de religion ou de race des plaideurs. Je sais bien qu'un processus engendre nécessairement un gagnant et un perdant. Si des circonstances atténuantes liées à l'insuffisance professionnelle peuvent être tolérées, compte tenu des vicissitudes de notre histoire, rien ne peut plus justifier aujourd'hui les faits de corruption et de concussion qui impactent notre justice et freinent les élans de nos investissements nationaux et étrangers. Comment voulez-vous que les investisseurs étrangers nous fassent confiance? Lorsque vous prenez un crédit à la banque, vous ne payez pas. La banque vous pourrit si on donne tort à la banque parce que le client a partagé avec vous. Alors comment voulez-vous que les investisseurs viennent? Pour que les investisseurs viennent dans un pays, il faut qu'il y ait la sécurité. Nous l'avons fait avec la réforme de l'armée. Il faut qu'il y ait aussi une justice. Mais s'il n'y a pas une justice, les investisseurs ne viendront pas. Et comment voulez-vous que le pays se développe si les juges voient plus leurs poches que les intérêts du pays? Mesdames, messieurs les avocats, vous avez embrassé une profession noble parmi les plus nobles, la défense de l'orphelin, du pauvre, du faible, pour la victoire de la justice et de l'équité. Malheureusement, d'aucuns disent que vous préférez les honoraires à l'honneur, que vous n'hésitez pas à partiser entre vous sur le dos de vos clients, que vous les encouragez à poursuivre sans fin des procès, voués à l'échec, dans le seul but de percevoir des honoraires. Combien d'avocats mettent-ils en valeur leurs fonctions de conseil, qui sont parfois plus importantes que celles d'assistance ou de représentation? L'avocat, j'appelle de mes voeux, n'est pas tourné seulement vers le profit, mais c'est une sentinelle vigilante de l'état de droit et un serviteur dévoué des intérêts de son client. Il ne peut pas tomber dans l'escroquerie, la corruption ou la concussion. Mais la justice, c'est aussi l'action des huissiers de justice, ces soldats de l'homme. Mesdames, messieurs les huissiers de justice, présents en amont et en aval, en cours et en dehors des procès, vous êtes des agents indispensables de la vie en société. Les problèmes de moralité et de professionnalisme signalés ailleurs sont encore plus perceptibles ici. Il s'y ajoute que depuis 30 ans que la profession est libéralisée, vous peinez encore à vous doter d'un statut, malgré la bonne volonté des ministres de la Justice qui se sont succédés. Je souhaite vivement qu'en 2017, vous puissiez obtenir enfin un statut qui sied à votre profession. De même, je suis souvent interpellé sur les tarifs prohibitifs que vous appliquez et qui rendent finalement la justice très onéreuse et à votre seul profit. J'invite dès maintenant les ministres compétents à revoir très rapidement toutes ces questions dans l'intérêt bien compris de la profession et des justiciables. La famille judiciaire comprend aussi les notaires. Mesdames, messieurs les notaires, nous avons eu l'occasion d'avoir une rencontre, les notaires. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un vende un bien sans vérifier s'il a le pouvoir de vendre. Qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un, le papa meurt, un des frères décide de vendre le bien familial sans concertation avec ses frères. Et les notaires, sans aucune vérification, avalisent la vente.
Et la famille, un beau jour, on vient, on met la famille dehors. Alors que le notaire a l'obligation, avant de passer un acte, de vérifier que si les ayants droit ont donné leur accord, ce qui n'est pas le cas. Et nous avons eu une réunion, je crois, je ne sais pas s'il y a 2 ans, mais je crois que les choses n'ont pas beaucoup évolué. Et pour là aussi, je pense qu'il faut qu'on se dise la vérité. Et que les notaires aussi revoient leur fonctionnement. Parce que le notaire doit être le garant, surtout dans le domaine foncier. Dans le domaine foncier qu'il y a énormément de problèmes en Guinée aujourd'hui. Et ça, c'est des notaires qui sont responsables. Parce qu'un frère ne peut pas vendre un bien qui appartient à la famille sans l'accord. Donc le notaire va voir est-ce que tout le monde a signé, que tout le monde a donné son accord, ce qui n'est pas le cas. Et nous avons des drames. Et on vient mettre les familles dehors sans qu'ils sachent pourquoi. On peut toujours dire non, vous sortez, votre maison a été vendue, alors qu'ils ne savent pas pourquoi. Et nous avons des sérieux problèmes dans le domaine immobilier, et ça c'est la faute des notaires. Donc je pense qu'il faut que les notaires aussi se penchent sérieusement sur leur métier. Les Guinéens des villes et des campagnes sont en attente de justice et de paix sociale, et vous en êtes les principaux pourvoyeurs. En conclusion, la réforme du secteur de la justice démarrée en mars 2011 et mise en chantier 2014 doit se poursuivre et s'approfondir afin que les Guinéens de toutes conditions et des investisseurs nationaux et étrangers puissent aller devant les juges en toute confiance. Pour cela, il faut que le ministre et le président de la Cour constitutionnelle, qui est chargé des poursuites au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, acceptent que les décisions du Conseil supérieur de la magistrature soient publiées. Donc, c'est sur ce mot qui ne sont pas académiques, mais pour que la Guinée évolue, il faut qu'on se dise les vérités, il faut qu'on montre nos tares afin qu'on puisse les guérir. La confiance entre la justice et les justiciables est donc un passage obligé pour lutter contre toute forme de frustration et d'injustice. Vous l'avez compris, c'était plutôt l'audience publique de la rentrée judiciaire 2016, une cérémonie présidée par le président de la République, professeur Alpha Condé. L'ex-Paris-Conakry se renforce. Le ministre français des Affaires étrangères apporte à la Guinée l'appui de la France aux efforts de notre pays. Sorti en juin de l'épidémie d'Ebola, 15 millions d'euros sont accordés à la Guinée par la France en appui budgétaire. Le point avec Ibrahima Keita. En visite de travail en Guinée, le ministre français des Affaires étrangères et sa suite étaient ce matin à Séroutoria. Jean-Marc Ayrault est à Conakry dans le cadre du renforcement des liens de coopération bilatérale entre les deux pays. Reçu en audience par le président de la République, professeur Alpha Condé, le chef de la diplomatie française a mis l'accent sur la volonté de la France à poursuivre ses efforts de soutien à la Guinée. Soutien qui s'est matérialisé avec la visite du président français à Conakry pendant la crise Ebola. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a dit toute sa satisfaction de l'accompagnement de la France pour le chef de l'État en tenant compte des liens historiques entre les deux pays. Les liens de coopération doivent être davantage diversifiés. Juste après cette audience, le ministre français des Affaires étrangères, la directrice générale de l'AFP et le ministre guinéen de l'économie et des finances ont procédé à la signature d'une convention budgétaire de 15 millions d'euros en faveur de la Guinée. Ce montant est destiné au secteur de la santé, de l'énergie et des collectivités locales. Jean-Marc Ayrault s'est dit confiant en l'avenir de la Guinée, cela avec la solidarité de la France. La France est un partenaire historique et nous avons été présents au plus fort de l'épidémie, mais aussi dans la phase post-Ebola, avec 300 millions d'euros d'assistance au total. Je sais que les Guinéens ont été particulièrement sensibles à la visite en 2014 du président de la République française, François Hollande. C'était en pleine crise et c'était d'abord un message fort de soutien, de solidarité, mais aussi de fraternité. Et c'est dans le même esprit que je suis venu vous dire aujourd'hui que la France poursuivra son soutien à la Guinée dans ses efforts considérables de relance. Nous aurons tout à l'heure, Monsieur le Président, l'occasion de poser des premières pierres, la première pierre de l'Institut Pasteur et du Centre d'études pour les maladies infectieuses, et qui sera un premier symbole de cette solidarité. Et puis je connais les efforts qui sont les vôtres pour améliorer la situation financière du pays. Je voudrais saluer vos réalisations politiques. Les élections ont eu lieu,
le dialogue politique, vous avez voulu le relancer. Le chemin parcouru par votre pays est si important. Vous qui avez connu la dictature, les coups d'État, les violences politiques, et vous personnellement qui avez mené le combat avec détermination pour inscrire le destin de la Guinée dans la démocratie. L'apaisement du climat politique, la fin d'Ebola vont permettre à votre pays de réaliser ces formidables atouts économiques. Et vous m'en avez parlé encore il y a quelques instants, après la rencontre bilatérale en tête-à-tête. Vous m'avez parlé de l'histoire de votre pays après l'indépendance, en me disant que le moment de la Guinée était venu, que la Guinée pouvait représenter aussi une partie de l'avenir de l'Afrique. Et la France est parfaitement consciente de ses devoirs de solidarité, à travers son aide au développement, mais aussi à travers le savoir-faire des entreprises présentes en Guinée qui sont prêtes à faire encore davantage et investir à vos côtés. En tout cas, vous pouvez compter sur ma détermination personnelle. Je me souviens, lorsque j'ai été nommé par le président de la République pour revenir au gouvernement, vous m'avez appelé, et je dois dire que vous êtes un des premiers, sinon le premier chef d'État africain à m'avoir adressé un message de félicitations et d'encouragement. Parce que vous avez bien compris quelle est la mission qui est la mienne. Mais je sais que vous avez compris aussi que j'aimais l'Afrique et que je voulais aider l'Afrique. Et aider ses dirigeants et ses gouvernements et ces peuples qui s'engagent dans cette voie de l'avenir. Et donc vous m'avez fait passer quelques messages il y a encore quelques instants. Eh bien, je peux vous dire que ces messages, je les ai entendus. Nous aurons l'occasion très prochainement d'en reparler. Vous allez vous rendre à Marrakech, où vous rencontrerez à nouveau le président de la République française, François Hollande. Vous viendrez bientôt à Paris et nous pourrons parler de choses concrètes. Le directeur de l'Agence française de développement, Rémi Rioux, qui était jusqu'à présent secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, a pris ses fonctions pour donner une nouvelle impulsion à cette agence qui va disposer de davantage de moyens. J'y ai veillé pour la préparation budgétaire 2017 et j'espère qu'on pourra ainsi mieux aider votre pays. Et dès mon retour, je ferai une réunion, pas plus tard que le 18 novembre, avec Rémi Rioux et les services du ministère des Affaires étrangères pour regarder précisément comment nous pouvons vous donner un élan supplémentaire. Mais la Guinée, c'est aussi un pays qui est engagé avec la France au service de la paix, au service du climat. J'y ai fait allusion. Maintenant, le relais a été pris par le Maroc après la COP21. Le président Alpha Condé, je tiens à le saluer ici, joue un rôle éminent dans la mise en œuvre des engagements des accords de Paris, sans attendre même la ratification par au moins 55 États représentant 55% des émissions de CO2. Vous étiez, Monsieur le Président, engagé pour les énergies renouvelables en Afrique. Dès ma première rencontre avec vous, vous m'avez parlé de cette ambition. Et ce n'est pas un hasard si vous avez joué aussi un rôle au moment de la COP21. Maintenant, des engagements ont été pris, en particulier des engagements financiers. La France, avec le président Hollande, a été particulièrement active. Il faut donner à l'Afrique et aux pays qui le veulent, qui sont en première ligne, c'est le cas de la Guinée, les moyens de réussir ce que j'ai appelé encore hier, cette révolution à la fois technologique et climatique. Vous avez beaucoup d'atouts dans votre pays pour le faire, mais il faut aussi une impulsion politique. Et j'ai compris que cette impulsion politique qui vous anime pour réussir ce programme des énergies renouvelables, surtout dans un pays qui dispose de la ressource hydraulique dans beaucoup de pays, mais aussi bien sûr du solaire, que vous vouliez jouer ce rôle non pas seulement pour la Guinée, mais pour tout le continent africain. La France est donc vigilante, sans réserve à vos côtés, pour que les engagements financiers
significatifs, substantiels qui ont été pris soient effectivement tenus. Vous êtes engagé aussi, je l'ai dit, fortement en faveur de la stabilité et de la paix. Je salue, comme je l'ai fait ce matin, à l'occasion des cérémonies du 11 novembre, l'effort important de la Guinée pour la stabilisation du Mali, à travers votre participation à la MINUSMA, dans un environnement difficile, nous le savons, nos deux pays le savent, avec des pertes humaines que vous avez subies vous aussi, et c'est l'occasion de rappeler le sacrifice des hommes, des fils de Guinée, comme des fils de France. Ce combat est difficile, mais il se gagnera pas seulement sur le plan militaire, il se gagnera aussi par l'appui politique que nous continuerons d'apporter au président Keïta dans la mise en œuvre des accords d'Alger, qui est un programme difficile et exigeant, mais nous savons tous les deux qu'il est conscient des efforts qu'il faut faire et des réformes qu'il faut engager. En tout cas, nous sommes à ses côtés et aux côtés du peuple malien. Nous faisons face aux mêmes défis, aux mêmes menaces. Et c'est pourquoi notre solidarité, notre dialogue politique est si intense, si étroit. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé, au moment de l'indépendance. Mais aujourd'hui, le climat est totalement différent. Vous êtes à votre poste, à la tête de ce pays, avec toutes les chances qu'il a. Mais il faut évidemment vous apporter notre solidarité. Je le redis en conclusion, nous sommes à vos côtés, les amis de la Guinée, en respectant bien sûr vos choix stratégiques, politiques, économiques, sociaux, environnementaux, mais toujours dans un esprit d'égalité, de respect et surtout d'amitié et de fraternité. Pour le président de la République professeur Alpha Condé, cette visite est un signal fort dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre les deux pays. C'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir en Guinée, car nous sommes d'abord des camarades. Et dès que tu étais nommé, je t'ai appelé pour dire que je suis très content, parce que je sais que tu aimes l'Afrique. La visite se place à un tournant pour la Guinée. Pour la première fois, la Guinée vient de conclure de façon heureuse un programme avec le Fonds monétaire, puisque le 28 octobre, il y a eu la dernière 8e revue, qui fait que nous avons terminé. Et nous sommes en train de préparer le plan de développement quinquennal 2016-2020, à partir de laquelle nous allons renégocier un nouveau programme avec le Fonds monétaire. Deuxièmement, le dialogue politique a permis d'apaiser le climat, parce que si le climat n'est pas apaisé, cela n'encourage pas les investisseurs. Aussi, nous avons fait la réforme de l'armée qui fait aujourd'hui de l'armée guinéenne un modèle. Et nous sommes en train de faire la réforme de la justice. Ce matin, j'ai assisté à la rentrée des cours de justice pour qu'ils aient pris comme thème indépendance, impartialité et intégrité. Et eux-mêmes, ils ont compris qu'aujourd'hui, il faut que la justice, le peuple ait confiance à la justice, ce qui n'est pas le cas pour le moment, et que les hommes d'affaires aient confiance à la justice. Donc nous pensons que la réforme de la justice aussi va permettre de donner de la crédibilité à notre justice. Ensuite, nous avions notre grand projet de Ciment 2 qui était bloqué. Heureusement, il y a un accord entre Rio Tinto et Chinalco. Et aujourd'hui, Chinalco a la totalité des intérêts de Simandou. Et le ministre des Mines de Guinée a eu l'occasion de signer avec Chinalco. Et nous espérons que nous pourrons relancer bientôt le projet de Simandou. Ensuite, au niveau de la bauxite, qui est quand même aujourd'hui, qui a sur le plan international un marché favorable, la Guinée intend de devenir le principal fournisseur de la Chine et donc de mettre en valeur nos différentes ressources. Et surtout, de créer aussi une zone de développement industriel, car autour de la bauxite, nous allons créer une zone industrielle de développement parce que nous avons besoin de donner du travail aux jeunes, parce que le chômage jeune est très important, et aussi d'améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes. Donc c'est un moment très favorable et nous sommes convaincus que le gouvernement français, avec le président Hollande, doit nous accompagner dans cette période-là pour que l'année 2017, nous ayons une croissance à 2 chiffres. Donc je crois que les faits de France et de la Guinée accompagnent cette visite et nous sommes certains que le peuple de Guinée en tirera un très grand bénéfice. Et j'espère qu'on se verra très bientôt à Paris. Nous avons eu une discussion en tête à tête et nous nous sommes très bien compris.
Et j'ai une totale confiance en ton engagement à l'égard de l'Afrique. Et la Guinée essaiera de faire honneur à cela. Et je te souhaite très bon séjour en Guinée. La visite du ministre français des Affaires étrangères s'est poursuivie par les poses des premières pierres du Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée, de l'Institut Pasteur de Guinée et le lycée français à Kipé dans le cadre de l'extension de cette institution d'enseignement. Nous y reviendrons. Et puis cet arrêté portant nomination des membres de la Commission nationale d'assainissement du fichier de recensement du patrimoine immobilier de l'État. Le ministre, directeur du cabinet de la présidence de la République, président de la Commission nationale d'assainissement du fichier de recensement du patrimoine immobilier de l'État, arrête. Article 1er. En application du décret numéro D 2011-070 PRG SGG du 8 mars 2011, notamment son article 4, les cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés en qualité de membres de la Commission nationale d'assainissement du fichier de recensement du patrimoine immobilier de l'État. Président et vice-président. Président, M. Ibrahima Khalil Kaba, ministre, directeur du cabinet de la présidence de la République. Premier vice-président, M. Mohamed Mama Kamara, secrétaire général du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Deuxième vice-président, M. Mohamed Lamine Yayo, directeur général du patrimoine bâti public. Troisième vice-président, Maître Mori Doumbouya, agent judiciaire de l'État. Rapporteur, premier rapporteur, M. Abdoulaye Keita, chef service maintenance et entretien à la direction générale du patrimoine bâti public. Deuxième rapporteur, M. Alseni Kébé, chef service réglementation et contentieux à la direction générale du patrimoine bâti public. Membre, M. Fodé Kamara, conseiller principal du ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. M. Mamadi Kourouma, conseiller juridique, ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. M. Marcel Konomou, directeur national des infrastructures judiciaires et pénitentiaires, ministère d'État de la Justice. M. Mamadou Thiam, directeur national adjoint des domaines et du cadastre, ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. M. Ibrahima Sori Bangoura, conservateur foncier adjoint de Conakry. Madame Kourtimi Kamara, directrice générale adjointe du patrimoine bâti public. M. Balaba Sangaré, inspecteur général, direction générale du patrimoine bâti public. M. Aboubakar Youssouf Silla, chef service suivi et évaluation, directeur général du patrimoine bâti public. Madame Kadia Toubari, chef service administratif et financier à la direction générale du patrimoine bâti public. Colonel Kaba Kourouma, procureur du tribunal militaire permanent de Conakry, au commandement de la gendarmerie nationale et de la direction de la justice militaire. Commandant Lancé Camara, commandant de la brigade des recherches de Matam, au commandement de la gendarmerie nationale et de la direction de la justice militaire. Monsieur Midiaou Diallo, chef de division administration foncière à la direction nationale des domaines et du cadastre, ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Monsieur Alassane Touré, chargé d'études à la direction nationale des domaines et du cadastre, ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Monsieur Saïdou Sidibé, chargé d'études à la section formalités préalables, conservation foncière de Conakry. Monsieur Mamadou Morlaï Kamara, chargé d'études à la section suivi des projets, agence judiciaire de l'État. Monsieur Amadou Ouridialo, chargé d'études à la section suivi des procès, agence judiciaire de l'État. Monsieur Bassala Sano, chargé d'études à la division planification et aménagement du territoire, ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Monsieur Oumar Traoré, gérant immobilier des bâtiments à usage commercial et professionnel, direction générale du patrimoine bâti public. Monsieur Souleymane Diallo, chef de mission de recensement pour la région administrative de Kankan. Monsieur Dianko Kamara, chef de mission de recensement pour la région administrative de Zélékoré. Monsieur Amadou Tidiane Bari, chef de mission de recensement pour la région administrative de Kindia. Monsieur Fodé Koumbassa, chef de mission de recensement pour la région administrative de Mamou.
M. Amadou Ouribari, chef de mission de recensement pour la région administrative de Boké. M. Boubacar Koukou Touré, chef de mission de recensement pour la région administrative de Farana. M. Idrissa Gassama, chef de mission de recensement pour la région administrative de Labi. M. Alassane Kaloko, chef de mission de recensement pour la commune de Dixine. M. Lamine Diawara, chef de mission de recensement pour la commune de Kaloum. Mme Mohamed Lamine Doumbouya, chef de mission de recensement pour la commune de Ratouma. Monsieur Chef Tidjane Ndjoy, chef de mission de recensement pour la commune de Matoto. Monsieur Aboubakar Kamara, chef de mission de recensement pour la commune de Matam. Article 2. Les personnes ressources choisies pour leurs compétences, expertise et dynamisme sont nommées par décision du deuxième vice-président après en avoir avisé le président de la Commission nationale. Article 3. Les secrétaires chargés du traitement des courriers et de toute autre correspondance de la Commission nationale au nombre de 4 au maximum sont nommés par décision du deuxième vice-président de la Commission nationale. Article 4. Tous les frais et dépenses liés aux travaux de la Commission nationale d'assainissement du fichier de recensement du patrimoine immobilier de l'État sont imputables au budget national. Article 5. Le présent arrêté qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera publié partout où besoin sera. Conakry, le 11 novembre 2016, Ibrahima Khalil Kaba, président de la Commission nationale. Ce vendredi, nous sommes le 11 novembre. En 1918, un armistice met fin à la Grande Guerre, un lundi à 11 h. Ce jour est pour la première fois depuis 4 ans. Français et Allemands peuvent se regarder sans s'entretuer. Un événement historique dont on se souvient encore dans le monde. À Conakry, une sobre commémoration sur fond de recueillement a eu lieu au cimetière de Boulbiné en présence cette année du ministre français des Affaires étrangères. Explication de Sergent Lamine Sana Camara. L'armistice signé le 11 novembre 1918 marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale et la victoire des Alliés sur l'Allemagne. À cette date de chaque année, la France rend hommage à ses dignes fils tombés au champ d'honneur et ceux de l'Afrique en général. La présence du ministre français des Affaires étrangères ici, au cimetière de Boulbinet, se situe dans ce contexte. La commémoration du 11 novembre revêt une importance particulière cette année. Il commémore l'armistice de 1918, qui est à la fois synonyme de victoire et aussi de paix après une guerre qui fit plus d'1 million de morts. Et il y avait parmi eux des Guinéens. La France ne l'oubliera jamais. Depuis 2012, cette journée du 11 novembre rend plus largement hommage à l'ensemble des morts pour la France. La Guinée, grand contributeur des troupes, était présente aux côtés de la France durant les 2 guerres mondiales. C'est pourquoi la hiérarchie militaire se mobilise pour assister à la cérémonie commémorative de cet événement historique. Bon, nous venons célébrer ici la fin d'une grande tragédie qui a connu la disparition de centaines de milliers de personnes pour la cause de la patrie française. Et ce qui veut dire ici que c'est une journée qui nous permet de penser à tous ces gens-là qui ont sacrifié leur vie pour que nous existons aujourd'hui. Donc c'est une journée mémorable qui nous laisse beaucoup de souvenirs, beaucoup de pensées pour tous ces morts. La Première Guerre mondiale a fait plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils. Pour être complet sur ce sujet, j'ajoute que l'armistice a laissé derrière lui 8 millions de morts et 6 millions de mutilés. En bref et en image, c'est une tradition en France. Chaque année, un vibrant hommage est adressé aux tirailleurs africains. La cérémonie mobilise les enfants de plusieurs pays du continent aux côtés d'anciens combattants français. Tout un symbole marqué par la pose de gerbes de fleurs et le salut militaire. La Guinée est à l'honneur cette année, nous rapporte Mohamed Souma, notre correspondant basé à Paris. Dans l'actualité nationale, une question. Comment redresser l'administration fiscale, le volet de l'immobilier notamment? La réponse pourrait se trouver dans les échanges du Forum international sur la mobilisation et l'utilisation des ressources intérieures de notre pays. Le sujet est au menu des discussions et vous allez l'entendre, des solutions sont annoncées. Voyons tout cela avec Memouna Bella Diallo.
en Guinée, deuxième thématique abordée par le forum au compte de cette première journée. Objectif visé, donner une base plus large à l'administration fiscale sans pour autant faire porter le poids aux plus faibles. Et il faut que nos impôts soient plus justes pour que les personnes les plus pauvres ne supportent pas trop la charge des impôts. Par ailleurs, il faut que la fiscalité ait une base plus large et il ne faut pas que ça pèse trop sur un nombre restreint de contribuables, c'est-à-dire les sociétés des secteurs modernes. La fiscalité immobilière est un des volets qui s'invite au débat. Cet autre principe fondamental du circuit économique semble échapper à la règle. Tout le monde sait combien de fois les maisons poussent et les immeubles poussent dans Conakry et tout le monde sait que beaucoup d'entre eux sont loués presque en dollars et à des coûts qui ne sont pas forcément accessibles aux Guinéens moyens. L'autre élément aussi qui mérite une discussion, c'est les dépenses fiscales. Les exonérations que nous accordons aussi à des entreprises. On accorde beaucoup d'avantages d'exonération à une entreprise, mais derrière, ce pourquoi l'exonération est accordée, l'entreprise ne le fait pas. C'est bien beau que les opérateurs économiques se plaignent, mais aussi c'est le respect du cahier de charges aussi pour lequel l'État renonce à ses impôts. Face à ces défis, plusieurs pistes de solutions sont préconisées. Elles s'avèrent déterminantes pour changer le visage de l'administration fiscale en Guinée. En matière de renforcement des capacités, beaucoup de progrès ont été faits au niveau de la restructuration de la direction des impôts, la douane, mais bien sûr la formation des hommes doit continuer. Le contrôle fiscal doit être mieux structuré. Le secteur informel, malheureusement, pour l'instant, ne contribue pas suffisamment à la collecte des impôts. Donc il faudrait qu'on puisse moderniser notre système pour que le secteur informel puisse être impliqué dans le paiement des impôts. Ce forum fait suite à l'atelier sur le secteur informel et les états généraux des impôts initiés récemment par le gouvernement. C'est connu, en Guinée, les stagiaires sont négligés et leurs droits parfois bafoués dans des entreprises locales. À Conakry, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi lance un nouveau programme, Stage en entreprise. C'est un nouveau concept. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce nouveau plan? Qui sont concernés? Élément de réponse dans ce reportage de Moussa Komara. Trouver un stage n'est pas chose facile. Ceux qui en trouvent sont souvent discriminés dans leur lieu de travail. En Guinée, des structures étatiques commencent à prendre conscience de cette problématique. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des stagiaires, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi lance son nouveau programme, baptisé Stage en entreprise. Il permet d'initier les diplômés sans emploi à la vie professionnelle, mais aussi appeler les entreprises au respect du droit des stagiaires. Notre souhait ou notre ambition en célébrant cette journée, c'est aussi interpeller les entreprises à regarder le stage comme un des moyens pour recruter des futurs collaborateurs et certainement le dire, si je ne m'abuse pas, à ne pas abuser du stage. Jusque-là, les stagiaires guinéens ne bénéficient d'aucune protection juridique et sociale. Dans le nouveau Code du travail, des dispositions sont prises pour la protection de leurs droits, mais son application fait défaut. Nous avons donc participé aux règles gouvernant le mode de recrutement et de traitement des stagiaires dans le Code du travail. Aujourd'hui, il y a une protection. Maintenant, il faut qu'elle s'applique. Et pour cela, il faut sensibiliser les entreprises, d'où cette opportunité de Journée internationale des stagiaires pour mettre à jour les différents problèmes qui se posent dans ce secteur-là. Des stagiaires non protégés, des stagiaires sans coach qui les accompagnent et leur expliquent la nature du travail qu'ils ont à faire, des stagiaires qui ne présentent pas de rapport, on ne leur demande pas, des stagiaires qui sont employés ad vitam aeternam pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors tout ceci, il faut l'expliquer, faire comprendre aux jeunes qu'ils ne sont pas obligés d'accepter cette situation, faire comprendre aux entreprises que c'est un échange, qu'ils ont la possibilité de renouveler des stages avec d'autres personnes, mais qu'à un moment donné, soit ils recrutent la personne, soit ils la laissent partir et lui donnent la chance de s'épanouir. Cette journée est une double opportunité pour nous
pour encourager les jeunes stagiaires qui sont déjà en situation de travail, en situation d'apprentissage, mais aussi interpeller et les autorités, les entreprises pour donner de l'emploi pérenne à ces jeunes qui sont en situation de stage et qui ont prouvé leurs compétences. Ces 63 jeunes diplômés vont apprendre les techniques des stages en entreprise. Déjà, ils viennent de bénéficier d'une formation en technique de recherche d'emploi et de création d'entreprises. C'est la première fois que notre pays célèbre la Journée internationale des stagiaires, instituée en France 10 ans après la première grève des stagiaires organisée par Génération Précaire. Je vous l'annonçais en titre, le ministère de l'administration du territoire évalue l'impact des formations reçues par les autorités territoriales. La rencontre de Conakry devrait valider le rapport des résultats des travaux d'enquête menés sur le terrain. Le point avec Mohamed Lamine Camara. Entre 2011 et 2015, le Centre national de perfectionnement des cadres et élus de Sérédou a réalisé plusieurs séances de formation en faveur des administrateurs territoriaux du pays. Suite à ce programme de formation, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a initié une étude d'évaluation sur l'impact des connaissances acquises par les acteurs de l'administration territoriale. Cette évaluation nous a permis de connaître non seulement les erreurs que le centre pouvait avoir, et même au niveau des formateurs, au niveau des participants, je pense qu'après, n'est-ce pas, cette validation, la restitution et validation de ce rapport d'évaluation, le centre de Sérédou aura vraiment la chance d'améliorer sa manière de faire en matière de formation. Les résultats obtenus sont jugés satisfaisants. À travers ce conclave, le centre de formation de Sérédou disposera désormais des outils nécessaires pour renforcer son dispositif pédagogique. C'est pour donner une réorientation à la qualité, au module de formation selon les besoins des administrateurs territoriaux. Mais c'est aussi pour nous permettre de renforcer les capacités de ces administrateurs territoriaux et même de faire une évaluation de performance, de l'impact de ces formations sur la redevabilité en termes d'administration de développement de tous ces acteurs qui ont été évalués. Le Centre national de formation et de perfectionnement des cadres et élus de Sérédou s'engage à adapter ses capacités de réponse aux besoins de formation des acteurs de l'administration territoriale du pays. Comment assurer l'autonomisation des femmes de Matoto dans la commune la plus grande de Conakry? Des groupements de femmes sont initiés aux techniques de saponification et de teinture, un projet du Cercle d'initiative pour le développement durable. Image de témoignage dans ce reportage de Mamadi Gassama. Le Cercle d'initiative pour le développement durable plaide pour l'autonomisation des femmes de Matoto. Cette ONG, constituée en majorité des femmes, a déjà formé une soixantaine de groupements en technique de teinture, de saponification et de commercialisation des produits de grande consommation. L'objectif de la CIDEV est de permettre à ces femmes de se prendre en charge. Nous avons planifié beaucoup de projets d'autonomisation des femmes dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin avec les femmes commerçantes. Et ces projets-là sont restés en stand-by et l'Indien cherchait à valider, à découvrir le pays et connaître aussi ses cibles, avec quel genre de femmes ils auront à faire. Donc nous avons cherché à mobiliser, à identifier ces groupements et les groupements à qui nous avons donné la formation. Ces femmes sont aptes aujourd'hui à exercer des métiers générateurs de revenus, mais elles manquent de moyens. Une situation qui sera régularisée avec la signature prochaine d'un partenariat entre la CIDEV et un investisseur indien. Je vais appuyer les femmes de Guinée sur beaucoup de plans. Je vais leur apporter mon aide sur beaucoup de domaines. Ce dont elles auront besoin, je serai là pour les appuyer. Et puis, je suis là pour qu'elles grandissent, pour qu'elles soient épanouies. Et à travers CIDEF, ça va se faire. Dans les mois à venir, le partenaire indien compte financer les meilleurs projets des groupements des femmes de Matoto. Toutes choses qui pourraient les rendre économiquement autonomes dans la vie. Musique et ça va faire du bien à tout le monde. En image, tout de suite, le lauréat du prix Découverte RFI 2016, Soulbank, c'est la méga star de l'année. Il nous présente son trophée, comme le montre ce reportage de Marie-Angélique Bangoura.
À 24 ans, Soul Banks devient un héros. Les performances de ses tubes, sa corde vocale et son style singulier du R&B l'ont porté dans l'univers des grands artistes. C'est un nouvel élan pour moi et c'est un nouveau départ. Parce qu'il faut comprendre que ce soit le African Entertainment Awards, là où j'ai gagné le Best Francophone Artist, et également le prix Découverte RFI que tout le monde sait déjà d'ailleurs. Donc c'est une impulsion. C'est une impulsion pour ma carrière. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir à ma carrière et tout. 2016 est l'année de prédilection de l'artiste qui enchaîne plusieurs succès. Deux bonnes choses se sont faites pour moi. Et je suis né dans une famille, une bonne famille, qui d'ailleurs je remercie ma famille, mon papa, que son âme repose en paix. Et bien sûr que maintenant là j'ai encore un autre père qui s'occupe bien de moi. Il se reconnaît. Je lui dirai un grand merci à ma maman, à toutes mes sœurs et frères. À travers cette cérémonie solennelle, ce nouveau trophée est présenté au public. Il s'est battu avec ses propres armes, avec son courage, avec sa persévérance, son abnégation. Et il a cru en lui-même et en son étoile. Et il nous revient aujourd'hui avec une fierté qu'il ne partage pas seul, qu'il partage avec sa famille, qu'il partage avec son peuple, qu'il partage avec toute la nation guinéenne. Le prix Découverte RFI est une occasion de mettre en avant de nouveaux talents musicaux du continent africain. Le lauréat bénéficie d'une somme de 10 000 €, d'une tournée en Afrique et d'un concert à Paris. J'ajoute que c'est le deuxième prix du patron du R&B guinéen. Cette année, Soul Banks a reçu il y a quelques mois le prix du meilleur artiste francophone. Bonne continuation. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder au Maroc, en Angola et partout au Sénégal. Bonsoir.